Ah, je vais voir si c'est une prise de parole. Je vais voir s'ils sont d'accord. Je suis pas là pour le débat, je suis là pour le cordon sanitaire. Ah, il est parti. Et donc c'est dommage, celui qui est parti, c'était le conseiller à l'ambassade de France en Israël. Donc vous voyez, on a des beaux années ici. Donc aujourd'hui, je ne m'adresse pas du tout à tous ceux qui essayent de prendre la parole ici et qui franchement feraient mieux de partir parce qu'on va rester là un petit peu de temps. Je m'adresse plutôt à ceux qui sont au fond de la salle, qui sont venus pour soutenir et participer à cette manifestation. Ceux qui sont venus avec leurs parents, ceux qui sont venus avec leurs amis et qui peut-être se posent des questions sur est-ce qu'ils devraient rejoindre l'armée. Franchement, notre réponse serait plutôt non, parce que l'armée, avant tout, c'est un lieu de violence envers d'autres populations dont on juge les vies qui ont, comme quoi elles auraient moins de valeur que les nôtres. Ah, trop bien, il y a une personne qui parle. Donc, la conférence de ce soir, elle s'inscrit dans un contexte plus global de militarisation de l'État français depuis de très nombreuses années. Il y a une hausse des budgets. La hausse des budgets militaires, comme on dit les autres, elle se fait toujours au prix d'une baisse des budgets du social, d'une baisse des budgets de l'université, d'une baisse des budgets de l'hôpital. Il faut se battre contre cette militarisation. J'ai pas donné de parler, madame. Vous allez voir, madame qui se il y a aussi des discours. Il y a des dans la salle, madame. Les gens sont intéressés. Il y a aussi des discours guerriers de plus en plus. Je prie pour les services publics. Le réarmement général ne mène jamais à la paix, il mène toujours à la guerre mondiale. C'est ça qui a été le cas dans le passé. Et donc c'est faux que la France se réarme pour se défendre aujourd'hui. La France se réarme, mais elle se défend pas. La France, elle attaque dans le monde entier. Elle fait partie des puissances impérialistes du monde qui colonisent dans le monde entier, qui attaquent tout un tas de zones de population, notamment en Afrique, dans les anciennes colonies. Et ça, il faut le dire et il faut le redire. La militarisation, elle va amplifier les tensions entre les impérialismes plutôt que l'inverse. En réalité, elle vient de nous dire qu'elle nous avait fichés, et c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est faire une manifestation et venir ficher, et ça c'est bon. En réalité, le mythe de la guerre de la défense, il repose sur un truc qui c'est le nationalisme et c'est tout. Il repose sur l'idée que les vies des autres, elles valent moins que les nôtres. Et on peut plus s'allier parce qu'on est fondé sur le racisme. Alors, il y a une citation bien connue, c'est on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels, ça tombe bien, il y a la patrie et les industriels dans la salle ce soir. Donc franchement, c'est plutôt bien représenté. Mais cette phrase, elle est encore vraie aujourd'hui, elle a été vraie dans les guerres du passé, mais elle est toujours vraie aujourd'hui. La France, elle ne sert que les intérêts des grandes entreprises pour accéder aux matières premières, pour accéder au pétrole, pour accéder aux économies françaises dans les quartiers. Et parce que ce monde est se préoccupe du bien-être de sa population, parce que si c'était le cas, elle augmenterait les budgets à l'hôpital, elle augmenterait les budgets à la fac, et tout ce qui sert réellement à la population. Mais tout ce qu'elle fait, la France, c'est se réarmer. Et ça, c'est pas pour nous, c'est pour eux, ceux qui sont dans cette salle, vous voyez, Thales, les entreprises, etc. Là, les militaires, c'est pour eux qu'elle le fait, le réarmement, et pas pour nous. Il faut vraiment pas croire ce mensonge. On oublie que notre pays, en notre nom, il a colonisé, il a pillé, il a tué des populations dans le monde entier, et il fait partie des puissances impérialistes qui déstabilisent concrètement le monde entier. Si la France veut aider à la paix, qu'elle cesse d'attaquer, c'est tout ce qu'elle a à faire. Mais en fait, moi, je voulais aussi quand même finir par rappeler qu'il y a des luttes antimilitaristes qui existent. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de ces luttes antimilitaristes. C'est les luttes qui disent qu'en fait, le militaire, c'est pas un sujet de débat. Le militaire, c'est un cordon sanitaire. On ne fera aucune concession militaire, tout comme on ne fera aucune concession au racisme, à l'homophobie, à la transphobie, à toute forme de compression et à tout ce qui est
pas du tout à vous, je m'adresse à vous au fond et à tous ceux qui sont ici. Il faut qu'on poursuive ces luttes antimilitaristes, il faut qu'on les amplifie, il faut qu'on les développe encore plus, qu'on soit en relation avec d'autres endroits qui font d'autres luttes antimilitaristes, parce que c'est comme ça qu'on gagnera par la lutte des classes. Pas de guerre entre les peuples et pas de paix entre les classes. C'est qu'en fait, les gens qui sont ici, qui prennent la parole, ils n'ont pas souvent l'occasion de prendre la parole devant les gens qui sont là aujourd'hui. Vous, Mélanie Thomas, vous, Madame Mélanie Thomas, vous avez la chance d'avoir des occasions de prendre la parole et de parler et de discuter de ce sujet-là souvent. Et de parler même sur les médias, etc. Non, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ces gens-là, ils ont des choses. Il y a des gens, ces gens-là, ils ont des choses à dire, ils n'ont pas terminé. Ça prend un peu de temps, mais la démocratie prend du temps. Ça prend 2 heures parce qu'ils ont 2 heures de démonstration à faire. Non, c'est pas ça. Alors aujourd'hui, cette université n'est pas seulement une étude, c'est un lieu de lutte, c'est aussi un moyen de la politique impériale de la France. On parle beaucoup de partenariat public-privé, de l'innovation, de défense sécurité, chaire de cybersécurité financée par le ministère des Armées, laboratoire co-dirigé avec la ministre de Défense, filière orientée vers l'aérospatial, le renseignement, le système, etc. Tout ça se présente comme une offensive évidemment technique, sans parti pris politique, mais derrière il y a un choix. Orienter une partie de la recherche publique vers la guerre, plutôt que vers la paix, la santé ou la transition écologique. Ces partenariats servent une stratégie impérialiste. La France veut maintenir sa présence militaire sur plusieurs continents, protéger ses bases et ses intérêts économiques et vendre des armes à l'étranger. Pour cela, les universités fournissent des diplômes, des découvertes scientifiques, des ingénieurs, des cyber-experts qui participent indirectement à des opérations militaires, à des bombes plus précises, à des systèmes de surveillance transfrontaliers. On ne parle pas seulement de recherche appliquée, on parle de recherche au service de l'impérialisme. Et ce n'est pas seulement une question de techniciens, on essaie aussi de normaliser la culture militaire chez les jeunes. On voit apparaître des crediers CPS pour des stages ou des formations militaires, des dispositifs qui permettent de valider des années d'études en participant à des programmes de l'armée. On nous vend ça comme des opportunités. Mais on ne nous dit pas que dans beaucoup de pays, ces armes sont utilisées pour réprimer des populations, pour protéger des intérêts coloniaux ou néocoloniaux, ou pour sécuriser les ressources de la France, que la France veut continuer à exploiter et contrôler. C'est pourquoi nous défendons une université dégagée de la défense et de l'impérialisme, une recherche publique entièrement au service des peuples, des droits sociaux, de la démocratie, de la paix. Une université qui refuse de financer sa survie par des contrats avec l'industrie de guerre, qui refuse de former des soldats du capitalisme, des citoyens critiques, solidaires et antimilitaristes. C'est le moment de poser clairement la question: voulons-nous que nos diplômes servent à tuer et imposer la domination de la France à l'étranger, ou à construire un autre rapport au monde fondé sur le non-alignement, la coopération et la fin de l'impérialisme, et de choisir collectivement une autre direction pour nos étudiants pour l'université. Voilà.
de l'enseignement supérieur et de la recherche, vie étudiante comprise, qui ne suffisent même pas à compenser l'inflation subie en 2024-25. En comparaison, la loi de programmation militaire, c'est 413 milliards d'euros pour 2024-2030. Mais c'est aussi l'instauration de nouvelles règles de contrôle des personnels de recherche et de collaboration internationale. Plus encore, le projet de loi actualisant la loi de programmation militaire, examiné au CNESER le 10 mars, est porteur de graves régressions pour la recherche en France. L'article 18 de ce texte prévoit de soumettre les aspects internationaux des carrières des universitaires à l'autorisation préalable du ministre sous peine d'amende ou même de prison. C'est une attaque frontale contre les statuts et la liberté académique. La loi de programmation militaire, c'est des interdictions de collaboration internationale. Les zones à régime restrictif, les laboratoires qui font des recherches sensibles, restent déjà de nombreux obstacles à la progression de la recherche et à la liberté collaborative des chercheurs et enseignants-chercheurs. Sous contrôle de fonctionnaires de sécurité défense de divers niveaux, des chercheurs étrangers de haut niveau sont exclus des recrutements de chercheurs qualifiés jugés trop politiques sont empêchés. Les zones à régime restrictif n'ont pourtant cessé de s'étendre. En 2018, à l'INRIA, 10% des laboratoires étaient en ZRR. Aujourd'hui, c'est 100%. Mais les dispositions de la loi de programmation militaire actualisée vont encore plus loin, car elles prévoient que le ministre pourrait interdire à tout personnel de la recherche de collaborer avec un organisme lié d'une manière ou d'une autre à l'étranger. Ceci, que cette collaboration soit accessoire, temporaire ou pérenne. Je finis. La loi de programmation militaire, c'est des contrôles durables des personnels passés en ZRR. Tous les personnels travaillant dans les zones à accès restreint telles que définies à l'article 413.7 du Code pénal sont désormais soumis à un contrôle. Outre l'enquête personnelle, la délivrance d'une autorisation d'accès, la surveillance et la diffusion des résultats de la recherche s'ajoutera donc une demande d'autorisation obligatoire dès lors que l'agent peut travailler à l'étranger ou avec un organisme étranger. Seuls les doctorants, postdocs et alters en sont exemptés. Sont donc concernés non seulement les chercheurs et enseignants-chercheurs, mais tous les collègues, y compris les ITA et les BIATS titulaires.